Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h. C'est parti pour le sommaire. Ousmane Sonko à Cambérène pour présenter ses condoléances aux familles des jeunes morts dans des circonstances troubles. Le Premier ministre a annoncé l'ouverture d'une enquête. Célébration de la fête de l'Achoura. Cette nuit, les rues vibreront au rythme du Tadiaboune. Tamkharit, une fête religieuse qui prend une dimension sociale. Reportages à suivre dans ce 20h également. La CAN 2024 chez les dames, c'est parti. Les Lionnes du Sénégal prêtes pour leur entrée en lice ce dimanche face à la RD Congo. Pendant ce temps, les Lionnes du basket, elles, poursuivent leur préparation à Sali. C'est en direction de l'Afrobasket 2025. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. À la tête d'une forte délégation à Cambérène pour présenter ses condoléances aux familles des deux jeunes morts dans des circonstances troubles. Ousmane Sonko s'est d'abord rendu au quartier Islam chez la famille du défunt Tchernoba, puis au quartier Kayor chez la famille de Laminia. Il a annoncé donc l'ouverture d'une enquête. Une délégation gouvernementale était également à Rosso, Sénégal, pour présenter ses condoléances à la famille de Talla Keita. Talla Keita, c'est le jeune de 18 ans décédé le 29 juin dernier. Yacine Fall, la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, a conduit la délégation. Elle était accompagnée de plusieurs autres ministres du gouvernement. Donc, elle a rappelé l'engagement de l'État à faire toute la lumière sur cette affaire. Yacine Fall, que je vous propose d'écouter avec Ousseynou Diop. Nous sommes venus ici au nom du président de la République pour présenter nos condoléances à la famille du jeune Talla Keita, à son père et à sa mère, à sa famille, à toute la communauté à Rosso, accompagné aussi du gouverneur, du préfet, du sous-préfet et de toutes les autorités de la sécurité pour venir leur dire à quel point nous compatissons avec eux, la douleur qu'ils ressentent. Mais prier aussi pour l'âme du défunt. Nous sommes venus aussi passer un message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour dire que les conditions dans lesquelles le jeune Talla a perdu la vie sont des conditions qui sont en train d'être enquêtées. Il y a une enquête qui est en train d'être menée par les autorités pour que toute action qui ne soit pas autorisée, toute action qui sorte en dehors du cadre de la loi, le gouvernement prendra ses responsabilités. Et puis ce drame au lycée Lima Moulay, hier, une élève de terminale décède lors des épreuves du baccalauréat. Il s'appelle Diornian, donc élève en classe de terminale L2. Elle a rendu l'âme ce vendredi à la suite d'un malaise. La Tamkharit célébrée aujourd'hui au Sénégal comme à l'accoutumée, la fête de Tamkharit ou Achoura, au-delà de l'aspect religieux, prend une dimension sociale marquée par le partage de viande de bœuf communément appelée tong-tong. Ce matin, ils étaient nombreux au forail des petits ruminants de Sikambao à se constituer en petits groupes pour acheter en bœuf. Seul bémol, les prix ont flambé, comme vous allez le constater dans ce reportage de Fatimata Touré et Abdoulaye Anne. Comme chaque année, au Sénégal, la fête de Tamkharit, également appelée Achoura, dépasse le simple cadre religieux. Elle prend une dimension sociale, notamment à travers le rituel du partage de viande de bœuf, connu sous le nom de tong-tong. Ce matin, au forail des petits ruminants de Sikambao, nombreux sont les citoyens qui se sont regroupés pour acheter collectivement un bœuf. Nous célébrons la Tamkharit, c'est pourquoi nous sommes venus participer au tong-tong. Chaque année, nous avons l'habitude de venir ici, au forail de Sikambao, pour acheter un bœuf et le distribuer aux plus démunis. Le Sénégalais est connu pour son sens du partage. Comme nous n'avons pas les moyens d'acheter chacun un bœuf, nous nous cotisons pour en immoler un.
et le partager. Mais un point noir assombrit la fête. Les prix ont doublé cette année, passant de 300 000 à 600 000 francs CFA. Les prix sont vraiment élevés. L'année dernière, j'en ai acheté un à 250 000 francs CFA. Mais cette année, il faut 500 000 francs CFA, voire plus, pour pouvoir en acheter un. Il faut que l'État aide les forêts à petits ruminants en supprimant les taxes. Les prix ont vraiment grimpé. Ils peuvent atteindre 600 000 francs CFA. Nous n'avons pas le choix. En tant que chef de famille, même si les temps sont durs, nous nous sacrifions pour le bonheur de nos proches. Au-delà de sa dimension religieuse, la fête de Tamkharit s'impose comme un temps fort de partage et de cohésion sociale. Pour permettre aux talibés également de fêter la Tamkharit dignement, l'association des Ndeyu Dara de Tambacounda prévoit de distribuer cette nuit des repas copieux dans différents daras de la commune. Une initiative que les initiatrices comptent pérenniser. Écoutons Aya Fatou Diop, la présidente de l'association, interrogée par Mamadou Diouf. Nous avons pris l'initiative de le faire sous l'appui de El Hadj Ablaye Dia, président directeur général de la fondation Sénico, pour préparer aujourd'hui un dîner à l'intention de 80 talibés du Dara de Serigne Seyni Gaye des abattoirs complémentaires. Nous avons choisi d'amener ce repas chez les talibés pour éviter qu'ils n'aillent manger ce soir. C'est une nuit de fête nationale, internationale d'ailleurs. Donc nous avons choisi de le faire aujourd'hui pour les talibés, pour éviter qu'ils n'aillent manger de maison en maison aujourd'hui. Nous appelons toutes les bonnes volontés de la ville, de la région, pour avoir leur appui et continuer à faire ces initiatives. Nous appelons aussi les autorités administratives, religieuses, coutumières, pour un appui à l'intention des talibés. Tambour improvisé, chant traditionnel et créativité débordante. Ce soir, les rues vont vibrer au rythme du Tadiabone, malgré les mutations et l'influence de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Des enfants s'activent encore pour faire revivre cette fête populaire, symbole donc de la Tamkharit. C'est un reportage signé Habib Faye. Ces enfants sont en pleine préparation pour le Tadiabone de ce soir. Avec les moyens du bord, ils ont trouvé un pot et un morceau de perméable pour fabriquer un petit tambour. L'instrument qui rythmera l'animation de la fête des couscous. Tamkharit oblige. Dans la nuit d'hier, ce groupe d'enfants que nous apercevons a opté pour une nouvelle méthode. Fini le tama traditionnel, des bouteilles vides font désormais office d'instrument pour marquer le Tadiabone, une adaptation qui en dit long sur l'ingéniosité des plus jeunes. Nous avons choisi de célébrer le Tadiabone sous une autre forme cette année. Nous allons nous déguiser en kankourans et c'est avec des bouteilles vides que nous assurons l'animation. C'est la nouvelle tendance qui fait sensation chez les jeunes ce soir. Cher, lui, se replonge dans ses souvenirs d'enfance et raconte avec émotion comment il vivait la fête de Tamkharit avec ses camarades d'alors. Cette culture commence peu à peu à disparaître. Pourtant, elle apportait tant de bonheur à nos cœurs. Aujourd'hui, les enfants ne jouent plus au Tadiabone comme avant, car par prudence, leurs parents préfèrent les garder à la maison. Et résultat, on ressent à peine il y a fête de Tamkharit. Autrefois, c'était une immense joie. Dès les préparatifs, chacun se débrouillait comme il pouvait pour rassembler les outils nécessaires et assurer l'ambiance du soir. Baifal, de son côté, emboîte le pas. Pour lui aussi, cette fête reste un moment particulier, chargé de nostalgie. Les jeunes venaient chez nous, les griots, pour demander de la peau afin de fabriquer leur tambour. Après le dîner, on renversait le bol pour formuler nos vœux pour la nouvelle année. Tout se faisait en famille, dans une grande simplicité. Cela cultivait la tolérance et chacun prenait soin de son prochain.
Mais une réalité s'impose, cette culture ancestrale commence peu à peu à s'effacer, fragilisée par l'omniprésence des nouvelles technologies, selon certains habitants. Quoi qu'il en soit, ce soir, dans les rues, ce sont bien les enfants qui assureront l'animation et perpétueront à leur manière l'esprit du Tajeboun. Merci Habib Faye, excellente fête à toutes et à tous. Mangeons ce que nous produisons, produisons ce que nous mangeons. C'est le contexte économique mondial qui l'impose. La journée nationale de promotion des céréales locales donc a vécu. Elle a été l'occasion pour les agriculteurs femmes transformatrices de céréales de la région de Thiès et des pays de la sous-région de mettre en place des stratégies pour renforcer la souveraineté alimentaire et semencière qui est la source, disent-ils, d'un développement durable. Les détails dans cette correspondance signée Chirante Diop. La France et les différents acteurs de l'agriculture ont mis en place un plan définissant les orientations et actions à entreprendre en vue de garantir la sécurité alimentaire et la capacité du Sénégal à produire ses propres aliments. Et aujourd'hui, le contexte se prête davantage à la promotion de ces céréales locales, en ce sens qu'il y a eu beaucoup de chocs entre-temps qui sont intervenus au niveau du monde entier. Toutes ces difficultés ont fait que la pertinence de ce genre de projet n'est plus à démontrer. D'où toute l'importance que ces agriculteurs femmes transformatrices accordent à l'agroécologie, surtout à la chaîne de valeur agricole. Ici, au niveau de la France, qui est une maison paysanne, nous disons toujours, produisons ce que nous mangeons et mangeons ce que nous produisons. C'est ça qui peut garantir la souveraineté alimentaire. Et quand on parle de souveraineté alimentaire aussi, c'est de souveraineté nationale. On a vu avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, que nous, en tant que peuple qui importe beaucoup de produits, on a souffert. Raison pour laquelle donc, cette activité peut permettre aussi bien d'avoir une souveraineté alimentaire, mais aussi une souveraineté semencière, parce qu'on fait la promotion des semences paysannes. Ces agriculteurs ont mis les bouchées doubles pour valoriser tout le travail qui a été réalisé depuis plus de 10 ans et qui doit avoir une valeur modèle pour les autres régions du Sénégal et même des autres pays de la sous-région en Afrique de l'Ouest. Chirante Diop, les responsables du Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal se penchent sur les effets jugés néfastes des chaluts. Le Sud en atelier, ils interpellent les autorités sur les mauvaises pratiques comme la pêche illicite qui tue le secteur de la pêche. Écoutons à ce propos les explications d'Abdoulaye Ndiaye, le porte-parole interrogé par Abdoulaye Anne. Et nous avons des partenaires de mise en œuvre au Sénégal, dont le CONIPAS. Et le CONIPAS a un plan d'action qu'il nous a proposé pour qu'on puisse les appuyer à faire la sensibilisation, à informer les communautés côtières par rapport aux méfaits du chalutage de fonds dans les fonds marins au Sénégal et par rapport aussi à la destruction de l'écosystème par ces fonds marins. C'est pourquoi Boulventure prône pour que nos États adhèrent à des standards de transparence comme la FITI, mais Boulventure aussi appuie les communautés à pouvoir mieux protéger les zones côtières. Et aujourd'hui, dans des pays comme le Sénégal ou la Gambie, on voit que les communautés portent le plaidoyer pour qu'on puisse repousser plus les navires de pêche industrielle, plus au large et aller au-delà des 12 miles. Et on constate que c'est une chose qui est faisable parce qu'il n'y a pas longtemps, lors du sommet de l'UNOC, un pays qui est très proche de nous, le Ghana, a pris cette décision-là et a demandé à ce que toute la zone côtière soit réservée à la pêche artisanale. Vu l'importance maintenant de la pêche artisanale dans le vécu des Sénégalais, je crois que ce serait une très bonne chose si aujourd'hui les communautés côtières pouvaient porter ce plaidoyer jusqu'à avoir gain de cause. Et pour lutter contre les litiges fonciers à travers une bonne gestion, le cadre de réflexion et d'action sur le foncier a élaboré en document des propositions pour la réforme foncière. Et selon ses membres de la société civile, les textes qui régissent le foncier sont aujourd'hui caducs. Ndeye Matidian, Mamadou Gueye nous en disent davantage. Les propositions sont nombreuses, mais toutes vont dans le sens d'une bonne gestion du foncier dans les communes. Sur la mise en place, en tout cas, d'instances villageois pour renforcer la transparence sur la gestion foncière, revaloriser l'indemnisation. Au cours de la rencontre aussi, on a vu des propositions. Certains même disent qu'il faut essayer de calculer l'indemnisation sur la base des pertes agricoles, mais en tout cas en prenant en compte l'espérance de vie. Un document de proposition de législation foncière produit par la société civile.
Il peut servir de repère à l'État du Sénégal dans sa lutte contre les litiges fonciers. Nous avons voulu partager aujourd'hui avec les élus locaux, mais avec tous les acteurs du développement de la commune de Diass. À Diass, la mairie dit accorder une attention particulière à la gestion du foncier. Une bonne planification est mise en place depuis des années, coïncidant ainsi avec certaines réformes proposées aujourd'hui. Au niveau de Diass, nous avons mis en place des conseils de village que nous consultons sur toutes les questions foncières. Mais il va falloir encadrer tout cela pour permettre demain aux citoyens de valoriser son foncier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui s'installent et qui arrivent rapidement à avoir des titres fonciers au moment où les citoyens peinent à avoir ces titres. À ce niveau, que l'État fasse preuve de diligence, n'est-ce pas, pour à la fois apporter les réformes. Après Diass, l'ONG Access compte poursuivre sa tournée dans les autres communes du Sénégal. L'objectif est de venir à bout des litiges fonciers, souvent source de discorde entre les populations. Les Matidiens installés à Médina Yoro Fula pour une durée d'un mois. L'hôpital militaire d'une capacité de 60 patients par jour avec 200 consultations médicales. L'équipe composée de médecins pour toutes les spécialités. Le médecin lieutenant-colonel Benfal, coordonnatrice de cet hôpital de campagne, en parle avec Abdoulaye Diallo. L'hôpital militaire de campagne, c'est un hôpital de niveau 2. Donc c'est un hôpital de niveau 2 qui a eu à intervenir dans d'autres zones. Donc c'est pas la première fois que l'hôpital soit déployé. C'est un hôpital aussi qui a eu à être certifié par l'OMS. Donc hôpital de niveau 2 qui offre les différents services que peut offrir un hôpital de niveau 2 qui est à Dakar, à Saint-Louis ou bien à Ziguinchor. La capacité d'accueil en termes d'hospitalisation, l'hôpital peut accueillir jusqu'à 60 malades par jour et cette prise en charge est gratuite, que ce soit sur le côté médicaments, alimentation. Donc c'est une prise en charge qui est gratuite totale. Il n'y a rien à payer. Et sur le plan consultation, on prévoit de faire 200 consultations par jour, mais c'est toujours modulable. Les urgences, il y a une garde qui est là pour assurer la nuit. On travaille jusqu'à une certaine heure, mais c'est comme le fonctionnement d'un hôpital. Quand tu as des urgences, on est là. Il y a une équipe de garde également composée d'infirmiers et de médecins. L'hôpital s'est déployé avec une quinzaine de médecins et parmi ces médecins, on compte des réanimateurs, des pédiatres, un pédiatre du moins. Il y a des chirurgiens, que ce soit des chirurgiens viscéralistes ou orthopédistes. Il y a la cardiologie et la gynécologie aussi. L'objectif rentre dans ce qu'on appelle toujours le concept armée-nation. C'est justement l'armée veut apporter son concours à la prise en charge des populations et en particulier la prise en charge sanitaire. Donc là, on essaie de venir vers les populations, donc leur apporter un soutien sanitaire, peut-être qu'ils auraient dû faire des centaines de kilomètres ou bien des milliers de kilomètres. Donc là, on fait des opérations, on peut faire des accouchements. La preuve, il y a un enfant qui est sur la table pour une pathologie orthopédique. La durée, on est déployé pour 1 mois, mais sauf que, comme vous le savez, dans l'armée, c'est toujours modulable. La page des sports à présent, on démarre avec la CAN féminine. C'est parti, hein. L'équipe nationale du Sénégal prête et confiante avant son entrée en lice ce dimanche. Ce sera face à la République démocratique du Congo. C'est du moins la vue de Mariem Babou, l'attaquante des Lions. Je vous propose de l'écouter. Nous préparons bien le match contre la République démocratique du Congo ce dimanche à partir de 14h. Un match d'une grande importance pour lancer notre campagne qui, j'espère, sera plus longue que celle de la CAN 2022. Notre objectif est d'aller le plus loin possible. L'état d'esprit du groupe est au beau fixe. L'ambiance est très bonne. Rien à signaler. On est toujours ensemble. Voilà, donc à suivre les Lions dans cette compétition qui démarre demain. Tous nos encouragements donc pour l'équipe nationale du Sénégal. L'équipe nationale féminine de basket, elle poursuit sa préparation. Sont 3 joueuses bloquées aux États-Unis. C'est une annonce du président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye. Ce dernier, qui était à l'entraînement du jour à Saly, a d'ailleurs fait le point sur le programme des Lions et des Lions d'ici leur afro-basket respectif. Le reportage de Cheikh Sadibou Diarra avec les images de IGFM. 3 des 23 Lions présélectionnés ne vont plus participer à la préparation de l'équipe nationale actuellement à Saly.
Fatou Sen, Khady Leye et Sabou Gueye sont bloqués aux États-Unis d'Amérique. Les joueuses sont là, même s'il en manque 3 à l'appel qui ont des problèmes de papier aux États-Unis. Le sélectionneur est ici à Saly. D'ici quelques jours, il va réduire le groupe pour accélérer le travail. Julie Dacosta, touchée à la cheville droite lors de l'entraînement du jour, risque de manquer la suite de la préparation bien planifiée des Lions. Les Lions sont à Saly jusqu'au 17 juillet, avant d'aller à Diamniadio pour la suite de la préparation. Elles vont ensuite rallier Abidjan pour jouer 2 matchs amicaux contre le Mali et le Sud-Soudan. Puis ce sera place à l'Afrobasket où le Sénégal va jouer le match d'ouverture contre la Guinée le 26 juillet à 11h30. Un programme bien défini, comme pour celui des Lions qui débute lundi, leur préparation de l'Afrobasket masculin 2025. Les Lions iront à Valence dimanche soir pour y débuter en regroupement jusqu'au 27 juillet. Ensuite, ils vont à Paris pour jouer contre les Bleus le 29 juillet. Le lendemain, ils rejoignent l'Italie pour y disputer un tournoi. Les Lions viendront à Dakar le 5 août pour recevoir le drapeau national avant de rallier l'Angola où ils vont disputer une rencontre amicale contre Madagascar. La préparation, un travail pris très au sérieux par la Fédération sénégalaise de basketball qui vise le titre aux Afrobasket féminins et masculins. Longtemps annoncé dans la tanière des Lions en vue de l'Afrobasket 2025 en Angola. Ce sera au mois d'août, donc au mois d'août prochain. Mohamed Gueye et Georges Union, les 2 pensionnaires de la NBA, ne figurent pas dans la présélection de Ngagne Desagana Diop, des absences qui s'expliquent par un refus de l'entourage pour l'un et d'un changement de club pour l'autre, selon Maître Babacar Ndiaye, le président de la FSB, que nous écoutons. Jusqu'à la dernière minute, on espérait vraiment avoir Mohamed Gueye et Georges Union. Donc ils avaient donné leur accord de principe. Non, Mohamed Gueye, il était d'accord, mais malheureusement son entourage était un peu réticent. Mais lui, jusqu'au dernier jour, jusqu'à jeudi, il voulait venir. Donc, mais les jeunes, il ne faut pas les forcer. La prochaine fois, je pense que comme c'est un jeune qui a montré des dispositions pour venir, voilà, malheureusement son entourage n'était pas favorable, on comprend. Voilà, Georges Union aussi avait donné son accord, bon, malheureusement également pour lui, il a été traité, donc il change de club avec des conditions, il est pris par ça. Mais même lui aussi, malgré ça, il était d'accord pour venir, pour rejoindre l'équipe à partir de Paris. Donc c'est ça qui a fait que, c'était les 15 en vérité, c'est ça qui a fait qu'après on a appelé les 2 jeunes pour compléter le groupe. Donc c'est malheureusement ça. C'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.